Merci à tous d'être venus. Donc, le but d'aujourd'hui, ça va être vraiment que tout le monde puisse comprendre ce que c'est. Le Side Project Club, qu'on commence à en parler un peu, c'est la première édition, donc pas de pression, la qualité des pitchs n'est pas censée être formidable, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu. Merci à 42 Entrepreneurs aussi, du coup, pour nous avoir aidé à organiser l'event, à Paul et Alexis aussi. Donc 42 Entrepreneurs, c'est une association entrepreneuriale de 42 qui a pour but de rendre peer-to-peer l'entrepreneuriat à 42. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre la création de projets en peer-to-peer à 42. Merci aussi à Xavier Niel. Je vais vous expliquer en fin de pitch pourquoi merci à Xavier Niel, parce qu'il y a une petite surprise, un truc un peu sympa. Donc, qu'est-ce que c'est que le Side Project Club ? On veut rendre peer-to-peer la création de projets à 42, comme je vous l'ai dit. Le but, c'est vraiment de partager, de s'entraider autour des idées que vous avez. Donc, vous avez une idée, quelle que soit la taille. Ça peut être une idée d'asso, ça peut être une idée de start-up. Il n'y a pas besoin de vouloir révolutionner le monde. Vous pouvez venir et simplement présenter votre idée et avoir les retours que vous avez envie d'avoir sur votre idée. Donc ça peut être des retours sur votre pitch, ça peut être des retours sur l'idée en elle-même, ça peut être trouver des cofondateurs, ça peut être simplement trouver des utilisateurs ou des informations que vous n'aurez pas. Le principe est assez simple. Vous venez, vous pitchez, vous avez 5 minutes maximum. 5 minutes maximum, c'est dans l'autre sens. Il est blanc, ouais, montre-le. Du coup, vous avez, au bout de 3 minutes environ, on vous montre le premier jaune pour vous avertir. D'accord. Merci. Et le rouge, c'est quand vous avez plus que 30 secondes pour vraiment conclure, quoi. Un principe de base, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment dans le partage et dans la bienveillance. On n'est pas là pour tracher le projet de quelqu'un ou l'idée de quelqu'un. Ça peut être n'importe quelle idée, c'est bien. Le but, c'est juste de partager et de faire en sorte que ce soit vraiment un moment de partage, un moment agréable aussi. Si vous avez aussi des idées comment améliorer le Side Project Club, vous êtes les bienvenus. On va éventuellement peut-être à terme lancer un site sur lequel vous pourrez mettre vos idées, où des gens pourront venir voter vos projets, participer éventuellement. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de présenter votre idée un petit peu, la chronologie, pourquoi vous avez eu cette idée, ce que vous comptez faire. Ce que vous comptez faire aussi dans la suite, donc à venir. On va faire ça de manière très régulière, ce qui va vous permettre en fait de voir à quel point vous avez avancé, de partager avec les gens comment vous avez avancé, quelles ont été vos erreurs, qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps-là. Et donc, pour le futur, on compte faire en sorte que ça devienne vraiment un petit peu la conférence de référence pour partager vos idées, vos projets, trouver des gens. Et également, donc, ce qu'il va y avoir à propos de Xavier Niel, c'est que on va faire une petite visite de Station F spécialement avec Xavier Niel, en personnel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à travers le Side Project Club, les personnes qui ont les projets les plus intéressants, donc si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci, hein, c'est pour ceux qui sont prêts. Si votre projet est suffisamment intéressant, on va faire un petit concours et les personnes qui auront les meilleurs projets seront invitées à visiter Station F avec Xavier Niel en privé. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, toute idée est bienvenue si vous voulez nous aider à améliorer aussi le Side Project Club. C'est participatif, c'est peer-to-peer, c'est exactement comme les présentations sont. Donc en principe aussi, on va essayer nous-mêmes de pitcher assez fréquemment pour être au même niveau que vous. Donc il n'y a vraiment aucune pression à avoir, c'est vraiment tranquille. Venez avec vos idées, venez comme vous êtes. Hashtag McDonald's. Voilà, donc Karim, si tu veux rajouter un mot ou deux. Non, juste un truc, les projets qu'on a là, personnels, des fois on ne s'en rend pas compte, mais ça peut nous faire rencontrer pas mal de gens, ça peut nous faire différencier par rapport à pas mal de personnes. Et l'avantage du Side Project Club, c'est que ça va nous permettre de rencontrer pas mal de gens et de vous amuser surtout, et probablement visiter Station F avec Xavier Niel. Voilà. Donc du coup, qui veut commencer à pitcher son premier projet? Pas de pression. Ouais, vas-y. Membre de 42. Salut à tous. Alors, une petite parenthèse, parce qu'on revient de 42 US avec Sydney, et on a rencontré Oliver, qui s'occupe du même projet là-bas.
Et donc, c'était assez intéressant de voir la dynamique qu'ils avaient créée. Donc, simplement, ils se rencontraient toutes les semaines et on va faire exactement la même chose. Et l'idée, ça serait aussi de pouvoir peut-être bosser en remote avec eux et de voir un peu comment on pourrait créer une synergie avec eux. Donc, si jamais ça intéresse du monde, on essaiera de creuser un peu ça. Je pense qu'on va commencer d'abord ici. Et puis, si jamais ça peut intéresser du monde, d'échanger avec des personnes là-bas. Eux, je sais qu'ils échangent sur un GitHub les best practices. Donc, voilà, c'est une façon de s'entraider entre nous. Mais je pense que si on arrive aussi à créer quelque chose avec eux, ça peut être intéressant. Voilà, c'était juste pour une petite parenthèse. C'est vrai, très bien. Quelqu'un veut commencer? D'accord. Bonjour. Voilà, bon, moi j'ai rejoint 42 à la base pour cette idée là que je m'apprête à pitcher. En fait, je commençais à écrire ma thèse il y a 2 ans et j'avais beaucoup trop d'articles pour écrire cette thèse et c'était un bordel sans nom. J'utilisais Evernote et bon, c'est pas mal pour faire du traitement de texte et tout stocker, mais au bout d'un moment, on a trop de données, c'est n'importe quoi. Et du coup, je m'étais dit, ça serait pas mal d'avoir une plateforme qui permette de visualiser, avoir un traitement de texte au milieu et avoir raccroché grâce à des graphes, donc relier un point A à un point B, absolument tous les contenus et avoir le traitement de texte au milieu. Et puis je me suis dit ensuite, pourquoi pas évoluer vers une plateforme communautaire, un peu style Reddit, avec uniquement basé vers des graphes. Voilà, c'était l'idée de base. En gros, les graphes permettent de absolument tout relier ensemble et d'avoir justement des jeux de données, d'aller vers le plus profond, d'avoir des données essentielles et ensuite aller vers du méta. Par exemple, pour des films, à la base, on peut penser comme ça, puis en fait, après, ça peut servir pour tout et n'importe quoi. Bon, ça reste encore très large. J'ai commencé à fouiller 2-3 technos, mais j'avais jamais codé avant, donc voilà. Et voilà, je comptais m'y mettre d'ici à la fin de l'année, avoir un premier proto qui pourrait être fonctionnel. Pour le moment, c'est juste ça l'idée. Après, on peut éventuellement aller vers des trucs plus complexes, du style, pourquoi pas avoir quelque chose en réalité augmentée, pourquoi pas même avoir un navigateur web qui fonctionnerait uniquement sous la forme de graphe. Donc c'est déjà plus compliqué et on part trop loin, mais voilà, l'idée de base, c'est ça. Relier des choses entre elles avec du graphe et pouvoir permettre de partager plus de données comme ça. Voilà. Oui. Oui. Alors, oui. En fait, je vais commencer à y réfléchir par moi-même d'abord, avec éventuellement, si ça marche, trouver un business model, trouver exactement quelles seraient les limites du projet. J'avais d'abord commencé à chercher des technos qui pourraient voilà, faire ça, donc des frameworks. Je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Linkurious à Paris, qui font un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils éditent un SaaS, un logiciel, qui permet aux entreprises de stocker leurs données sous la forme de graphes, ce qui est vraiment pratique. D'ailleurs, leur premier client, c'était la NASA. Et c'est eux qui ont organisé, je ne sais pas si vous connaissez l'ICIJ, c'est ceux qui sont occupés des Panama Leaks et de tous les leaks, China Leaks, Luxembourg Leaks. Et en fait, l'outil qu'ils ont utilisé, parce que c'est des masses de données énormes, c'est le SaaS de Linkurious. Mais eux, c'est vraiment orienté professionnel. Moi, ça serait plutôt orienté beaucoup plus large et surtout culturel, en fait, au bout d'un moment. Et donc, oui, chercher des gens, bien sûr. Si ça intéresse des gens, je commence à peine à pitcher. Le pitch n'est pas encore tout à fait bon. Mais voilà, si ça intéresse des gens, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est bon, voilà, c'est ça de base. Puis ensuite, il pourrait y avoir plusieurs fonctionnalités auxquelles je commence à penser avec des couches de graphes. C'est-à-dire qu'un graphe, ça peut devenir rapidement très, très compliqué. Ce qui est très bien pour voir des masses de données. Mais pour voir des relations assez simples, c'est déjà un peu plus délicat. Donc, l'idée, c'était de pouvoir fabriquer des couches et pouvoir passer entre couches. Voilà, des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui soit utile à tout le monde. En fait, c'est de la visualisation. C'est vraiment pour pouvoir permettre à Ginette de comprendre pourquoi tel article est relié à tel article. On peut même imaginer des articles, des nuages d'articles pour des groupes tels que Le Monde, avec des reportages plus complets. Voilà. On peut tout imaginer avec. Voilà. Sur le côté, une barre qui permet de gérer son graphe, mais avec vraiment des outils les plus essentiels, sans grosse fonctionnalité. Et au centre, le graphe. Et en fait, chaque graphe, donc on a les contenus qui ont des propriétés, qui sont par exemple un article, et on va avoir les relations. Les relations ont un type. Il y a une plateforme qui fait ça aussi, c'est des bases des données orientées graphes, c'est Neo4j. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut avoir ensuite une page qui monte
au centre pour passer au contenu même. Il faudrait peut-être que je fasse des dessins pour la prochaine fois, ça sera peut-être plus simple à expliquer. J'ai quelque chose de très clair en tête, mais voilà. Next. Petit détail que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous êtes filmé, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est juste pour vous permettre à vous après de vous revoir une fois que vous aurez pitché. Non, vraiment pas. Non, vraiment, vous voyez que c'est tranquille, même d'être filmé, de pitcher, c'est tranquille, il n'y a pas de souci, quoi. Et d'ailleurs, si jamais ça vous dit vraiment pas d'être filmé, genre, il faut absolument que personne voit que vous êtes à 42, etc., vous nous le dites, et à ce moment-là, enfin, ce sera rien de public, quoi. Il y aura pas... C'est vraiment pour vous. Pas de souci, quoi. De quoi? Prochaine personne? Allez. Ouais? Vas-y. Alors, on comptait les mettre sur YouTube, sur une chaîne sur une chaîne de 42 entrepreneurs. Et on les mettra potentiellement aussi sur TV42, effectivement. Ouais, après, c'est pas, enfin, personne va taper ça sur YouTube, quoi. Donc, non. Juste, tu peux sur YouTube, tu tapes Moonlight 42 et tu peux la voir. On compte éventuellement aussi le faire en live plus tard si jamais il y a plus de gens qui. Ouais, faut en avoir rien à cirer, c'est vraiment, ça rend bien ça. Comme lui, meilleur exemple. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Petit moment de transition. Je peux chanter. Alors, la visite de la station F, la date est publique ou j'ai le droit de le dire ou pas? Bah, c'est le 7 juillet, du coup. Donc, d'ici là, on a le temps d'organiser. Maintenant. Maintenant, c'est public. Ouais, vas-y. On avait hésité entre ça et les catacombes, je crois, c'est ça? Alors, finalement, les catacombes, t'es pas sûr de ramener tous les étudiants. De quoi? Il y aura peut-être de la tease, c'est pas sûr. Ouais, normalement. Faut peut-être glisser une fenêtre. C'est bon. Je te laisse ça. Salut, moi c'est Rémi. Alors voilà, moi je m'amuse un peu en fait sur des modèles réduits, en fait, un peu comme ça. Donc j'ai installé un Raspberry Pi dessus, une caméra, j'avais développé un petit support caméra articulé pour le monter à la base sur un drone, pour que ça garde le cap d'une vidéo. Et après j'ai fait un peu de code avec... si... Je peux poser le micro quand même un peu? Pour faire du PWM, pour pouvoir piloter tout ce qui est servomoteur, pour pouvoir regarder à droite, à gauche. Et du coup, après, j'ai utilisé cette librairie-là pour articuler mes servos. J'ai fait un petit client-serveur qui va envoyer en fait les nouvelles informations de ma manette. Et après, j'ai utilisé juste GStreamer en fait pour streamer de la vidéo avec le minimum de latence. J'arrive pas à faire mieux, j'ai à peu près 100 millisecondes
en numérique avec l'encodage H264 sur un Pi, on peut pas faire mieux. Voilà. Et si après, il y a des gens qui sont motivés pour aller plus loin, il y a moyen de faire un petit canon laser qui va tirer sur notre voiture, du traitement par-dessus sur l'ordi, en fait, pour faire de la réalité augmentée, pour rajouter des effets, un genre de Mario Kart, mais IRL, en fait. Voilà. Après, ça roule, ça peut peut-être voler un jour, ça peut faire plusieurs trucs intéressants, je sais pas. S'il y a des idées. Pour le moment, la prochaine idée, ça serait me mettre un peu à l'application Android pour pouvoir le mettre sur un casque de VR pour regarder à droite, à gauche, en haut et piloter avec une manette. Voilà. Faire ça. Et sachant aussi que là, c'est en local, mais on peut très bien le faire via le net en fait, si on n'a pas trop de ping. On a déjà fait le test il y a quelques années avec un pote et il était en Aveyron et moi j'étais à Toulouse et il pilotait ma voiture sur la terrasse. Ça, c'était assez marrant. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Ça m'a pas pris très longtemps après avoir été admis à 42 parce que au début je connaissais rien en code, mais maintenant ça va un peu mieux. C'est toujours codé à l'arrache, mais en fait c'était un pote à la base qui avait codé ça et puis on s'est un peu perdu de vue. Du coup j'ai relancé le projet parce que moi j'avais été occupé du hardware en fait, tout ce qui est, il y a une petite carte électronique qui gère la transformation des GPIO pour les envoyer sur les cerveaux moteurs, tout ça. Et du coup, j'ai recodé en fait un peu de la même façon de ce qu'il avait fait. Voilà. Un peu comme comment s'appelle ce jeu? Ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Rocket League, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est possible, mais avec des vraies voitures en fait. Si on peut les faire jumper et tout. Voilà. Je prévois rien du tout pour le moment. Voilà. C'est juste. Mais j'ai causé un peu avec eux, un peu aussi. Ouais. Ouais, mais ils ont une latence de merde. Ouais. Ouais. Les 5 minutes sont passées. Ah, ok. Le châssis doit coûter, je crois, 40 $. Le paille, 30 €, je crois. La caméra, 20 €. Ça, c'est homemade entièrement. Enfin, et beaucoup de récup aussi. Donc, moins de 100 €, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais. Et aussi, je pensais, genre, on peut laisser à disposition, il faudrait faire un dock pour pouvoir le recharger. Et genre, ça met à peu près 2 à 3 heures pour le recharger. Et le laisser à disposition ici, que les gens y codent pendant 2-3 heures et que ça fasse un nouveau truc tout seul. Le temps qu'il vide sa batterie, qu'il revienne et qu'il recharge, etc. Aussi. On peut faire le ménage aussi si on met une balai derrière. Un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a un autre jeu vidéo dans 42, quoi. Merci. Quelqu'un pour la suite? Ouais.
Eh bien, bonjour, hello, ni hao, guten Tag. Voilà, disons que faire en quatre langues. Alors, disons que voilà, faire de la littérature dans des langues étrangères, c'est très long, très compliqué. Mais survivre dans une nouvelle langue, être capable d'apprendre une langue vraiment exotique, ça peut durer que quelques mois, parfois que quelques semaines. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, à 42, c'est vrai que l'étude des langues, elle n'est pas vraiment, disons, mise en valeur. Alors que, bah, clairement, voilà, etc., on vit dans un monde. Je ne vais pas vous faire le discours de l'an 2000 sur Internet. Mais en gros, voilà, apprendre des langues très différentes, très exotiques, ça peut être un vrai plus. Et ça peut tout simplement être intéressant. C'est vrai que dans l'école, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, par exemple, le japonais. Il y en a qui veulent apprendre l'islandais, le russe. Voilà. Donc, bon, moi, voilà, cette petite intro. Ce que je veux vous présenter, en fait, c'est simplement, pour l'instant, c'est pas encore grand-chose, mais l'idée, c'est que ça devienne une association à 42. Voilà, ça s'appelle Hello World. Et l'idée, c'est simplement de stimuler l'apprentissage des langues à l'école. Donc, bien sûr, en peer-to-peer. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience un peu de Rosetta Stone? Il y en a à peu près combien, là? De Rosetta Stone, en fait. Donc, Rosetta Stone, voilà, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de communication. C'est très peu utilisé. Et c'est fini, voilà, en plus. Conclusion. C'est moi. Donc voilà, et c'est terminé. Comment? Il y a eu Tell Me More aussi, alors c'était peut-être avant. Moi, j'ai juste vu Rosetta Stone, c'est vrai que j'ai fait l'expérience. C'est vrai que c'est difficile à utiliser. On peut l'utiliser que ici ou que sur un poste. Vraiment, on ne peut pas l'utiliser sur son téléphone, etc. Bon. Et ce qu'il y a, c'est que c'est figé, en fait. C'est dommage que ce soit figé. Et alors que des outils pour apprendre tout un tas de langues, il y en a déjà plein qui sont disponibles, qui sont gratuits, qui sont très performants. Et puis après, voilà, il y a YouTube avec les vidéos du monde entier, toutes les séries du monde qui sont traduites avec des sous-titres pour tout le monde, etc. Voilà, chacun peut aller à ses loisirs en fait pour apprendre vraiment la langue qui lui plaît. Donc voilà, l'idée en fait de cet assaut, c'est pas de donner des cours, c'est pas de faire des choses, d'apprendre la grammaire ou des verbes irréguliers. L'idée, c'est simplement de se réunir régulièrement, parce que dans l'apprentissage d'une langue, c'est important d'avoir quelque chose de régulier, pendant une petite heure, par exemple, et de pouvoir échanger entre nous des tips, de comparer un peu l'avancement, les niveaux, etc. Et voilà, s'échanger des bonnes pratiques pour apprendre telle ou telle langue efficacement. Voilà, simplement, c'est ça. Et donc, simplement se dire, ah bah tiens, moi je suis sur Duolingo, je suis niveau 36, et toi, et puis je suis allé sur YouTube, et puis j'ai vu telle vidéo, etc. Voilà, ça se limite à ce cadre-là. Et éventuellement, s'il y a des gens, admettons, s'il y a quelqu'un qui rencontre, je sais pas, quelqu'un qui est russe ou qui parle chinois, qui parle arabe, pourquoi pas l'inviter et profiter de ce moment-là pour simplement discuter avec lui, hein. Rien que dans le quartier, si vous voulez apprendre le chinois, il suffit d'aller au tabac en face. Et enfin, c'est vrai, il n'y a pas besoin. Enfin, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de langues. Ça peut être intéressant d'en profiter. Voilà, c'est en gros, moi, je viens juste là, pour faire un peu la publicité, pour voir un peu comment ça peut évoluer, savoir s'il y a des gens qui sont intéressés pour l'organisation. Pour l'instant, on est deux. On a fait un petit formulaire sur Internet. On a eu une centaine de réponses. On était assez contents. Alors que, en fait, à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit ah non, j'ai pas vu le questionnaire. Donc voilà, j'étais assez content de voir que la visibilité était très très faible et pourtant, disons, l'impact a été quand même assez intéressant. Voilà. Et je pense que c'est tout. Alors, l'idée, c'est vraiment un rendez-vous de 1 heure par semaine. Voilà.
Donc c'est pareil, s'il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est vraiment important. Il y a aussi ce truc où on fantasme un peu sur l'apprentissage d'une langue. Il suffit de faire 3 heures d'anglais par semaine, 3 cours d'1 heure par semaine. Et clairement, voilà, ça c'est le genre de conneries qu'il faudra vraiment oublier pendant ce moment-là. Parce que si on veut apprendre une nouvelle langue, et surtout si on veut l'apprendre vite, si on ne veut pas passer toute sa vie à essayer de parler je ne sais pas quelle langue, il faut en faire 5-10 minutes, mais tous les jours. Et c'est indispensable d'en faire tous les jours. Et donc, c'est à ce moment-là où on pourra dire, moi, à ce moment, je sais que j'utilise Duolingo. C'est super. Parce que voilà, hop, aux toilettes, dans le bus, n'importe où, on peut se poser dessus et puis juste apprendre 3 trucs et se les répéter pendant toute la journée et on avance. Voilà. Je ne sais plus quelle était la question du début, du coup, je suis parti comme ça. Hein, voilà, donc ouais, c'est ça. En gros, c'est un rendez-vous d'1 heure toutes les semaines, dans lequel les gens viennent, et puis ceux qui parlent japonais, ils peuvent parler entre eux, et puis ceux qui parlent chinois, ils parlent entre eux, ceux qui font de l'anglais, ils parlent entre eux, etc. Et puis après aussi, il peut y avoir des échanges entre les langues, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la même histoire. On apprend à compter, on apprend à se présenter, on apprend à décrire une situation, on apprend à décrire une action, on apprend à raconter une histoire, c'est toujours la même évolution. Donc, il peut y avoir aussi des échanges entre les langues. Ouais. Moi, en ce moment, j'apprends le chinois et le russe. Et ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. 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 Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, vraiment, en fait, ce qu'il faut, c'est que cet asso, ça puisse être vraiment le creuset pour voilà, tout un tas de types de projets. C'est vrai. Même j'en parlais avec Codeur. En fait, il y a une démarche un peu comment, de traduction, en fait, un peu des sujets. Donc déjà, ça, il y a des choses qui sont réfléchies avec elle, là. Donc ça, il pourrait y avoir, pareil, une traduction dans différentes langues. Utiliser les étudiants, disons simplement. Après, il faut que ça puisse être un contact privilégié dès qu'il y a une problématique liée à de la langue vivante, voilà, qui puisse y avoir plusieurs projets. Par exemple, aussi, il peut y avoir des étudiants qui veulent développer, je sais pas, des petites apps, des jeux, des trucs pour apprendre ci ou ça en n'importe quelle langue. Ça peut être aussi intéressant. Il peut y avoir des projets comme ça. Et puis, essayer petit à petit essayer de nouer des contacts en fait avec les startups qui font évoluer l'apprentissage des langues. Pourquoi pas, voilà, ça peut être à ce niveau-là aussi. Et, et voilà. Mais ce que tu dis, ouais, enfin, c'est vrai, il y a pas mal d'étudiants en fait qui parlent anglais, qui
qui sont pas à l'aise en français. On a eu pas mal de réponses dans ce sens-là. Et voilà, ça serait, disons, pour orienter tout ça. Ils sont assez intéressés à la pédago parce que c'est vrai que c'est, voilà, à part nous mettre Rosetta Stone entre les mains, c'est un peu difficile à gérer. Donc ils sont assez intéressés que ce soit une initiative étudiante, comme ça, qu'ils puissent un peu faire le relais avec les élèves. Et donc voilà. Enfin, vraiment, si tout le monde a quelque chose à apporter à ce projet, il faut simplement voilà, que ce soit orienté autour de l'apprentissage des langues vivantes et voir comment ça peut évoluer par la suite. Voilà. Allez. Bonjour. Du coup, d'abord, je me présente, je m'appelle Paul. Moi, j'ai pas une idée de génie, contrairement à vous. Moi, c'est plus une tendance. Du coup, je pense que la plupart des personnes ici ont déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Oui, à peu près. Enfin, levez les mains, monsieur. Voilà. Bon. Donc, surtout, on a surtout entendu parler de Bitcoin. Tout le monde voit à peu près c'est quoi une crypto-monnaie. J'ai pas besoin de décrire. Alors, attendez, j'ai mon petit papier, parce que j'ai une mémoire très fragile. Dites non à la drogue. Non, je blague. Du coup, alors en fait, voilà, au niveau des bitcoins, donc ça fait 5 ans que ça existe. C'est continuellement en extension, ça fait que d'augmenter. Elle a même une courbe vraiment qui est très magnifique au niveau du trading. Moi, je m'y connais pas énormément en trading, mais vraiment la courbe, elle est comme ça. Bon, après, il y a des chutes de temps en temps. Il y a beaucoup d'économistes qui l'ont critiqué il y a 3-4 ans, et dernièrement, c'est un peu l'inverse de la tendance. Moi, ça fait 1 mois à peu près que je m'intéresse à fond là-dessus. Donc tous les jours, je regarde, je prends vraiment, je perds mon temps là-dedans. Après, c'est vraiment, je pense qu'il y a un potentiel de malade. Même dans le Bitcoin, par exemple, il y a un maximum de 21 millions de Bitcoin. Pour l'instant, il y en a 16 millions qui sont disponibles pour nous. Sachant que vous voyez aussi c'est quoi à peu près les mineurs ou voilà exactement. Et du coup, en fait, chaque année, à peu près, en fait, les mineurs gagnent moins de Bitcoin. Donc, c'est pour dire le potentiel qu'il a. Je pense que même dans quelques années, ça peut atteindre les 4-5 000 euros le Bitcoin, voire même plus. Du coup, moi, je vous parle plus, voilà, comme je vous ai dit, d'une tendance où il y a vraiment de l'argent. Il y a vraiment. Enfin, après, c'est un peu horrible de parler comme ça, mais voilà, au lieu de tout déposer dans la banque, bah, pourquoi pas déposer aussi là-dedans. Donc, après, voilà, le Bitcoin, c'est vraiment une valeur sûre parce que c'est la première monnaie. Mais moi, je vous parle aussi surtout en fait des autres monnaies qui arrivent. En fait, je pense que c'est vraiment l'année où faut commencer à s'intéresser à ça. Donc, pourquoi investir? Donc, surtout, c'est un tout nouveau marché. Enfin, c'est un tout nouveau marché sans compter les bitcoins, mais vraiment cette année, enfin depuis quelques années, il y a de plus en plus de altcoins, donc les autres crypto-monnaies qui commencent à se faire connaître. Ça a quand même beaucoup d'avenir, je pense, parce que par exemple maintenant sur Amazon, on peut acheter des choses à partir des bitcoins, etc. Même dans certains endroits dans Paris et à Berlin, il y a des magasins où vous pouvez acheter directement avec des bitcoins. Aussi, moi, je trouve que c'est un peu rebelle parce que c'est un peu contre les banques. Par exemple, au niveau de la banque française, au niveau de la banque française, par exemple, voilà, au niveau de la valeur de l'argent, en fait, un peu. C'est un peu, il y a pas les banques derrière, donc la valeur elle a plus de chances qu'il n'y ait pas d'inflation, etc. Alors attendez. Du coup, moi, je vais vous parler de 3 crypto-monnaies sur lesquelles je me suis vraiment intéressé. Après, il y en a d'autres, mais vraiment pour moi, je dis bien pour moi, c'est ceux qui ont le plus d'avenir, personnellement. Par exemple, il y a l'XRP, donc dernièrement, non, c'est de l'autre côté. Alors, par exemple, il y a l'XRP, donc par Ripple. Donc, j'en avais parlé à Pierre il y a à peu près 1 mois. Depuis ce mois-ci, jusqu'à maintenant, en fait, hier, ça a fait x 17,5. Donc, imaginons que vous avez mis 1 000 euros, ça aurait fait 17 500 euros. Donc, t'as pas l'air d'accord. Après, moi, je trouve que l'XRP aussi, ça a vachement d'avenir parce que après, il y a des rumeurs, etc. Mais ils sont en partenariat avec 15 des 50 plus grandes banques du monde, dont HSBC et Natixi.
Par exemple, en fait, dans les échos, il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. En gros, il y a HSBC et Natixi qui ont annoncé qu'ils vont tester la technique blockchain avec les PME à partir de l'année prochaine, normalement. Donc, normalement, XRP, Ripple, ça va faire la... Je pense, après, c'est vraiment que du... C'est pas sûr, quoi, mais c'est ce que j'en pense, en tout cas. Autrement, il y a l'ETH, donc c'est en gros le deuxième concurrent de Bitcoin. Donc, par exemple, c'est vraiment celui qui fait le buzz. Ils ont aussi des projets assez intéressants. Du coup, voilà. En plus, là, il est en chute dernièrement, donc c'est assez intéressant. Et autrement, il y a le Dash. Donc, pourquoi le Dash? Parce que, en fait, à la base, le Bitcoin, c'était vraiment utilisé pour le dark web. Le problème, c'est que le Bitcoin, c'est pas totalement anonyme. Contrairement au Dash, qui a quand même un assez gros potentiel là-dessus. Donc, qui est totalement, en fait, c'est du liquide virtuel anonyme. En gros, c'est vraiment, il n'y a aucune chance qu'on puisse savoir que c'est vous. En fait, je pars du principe qu'en général, quand il y a une grande bonne idée, il y a toujours plusieurs concurrents, et je pense qu'il y aura des concurrents au niveau des banques et concurrents au niveau du dark web un peu. Donc voilà. Donc moi, si je vous parle de ça, c'est pour vous en faire profiter, entre guillemets. Je vous conseille de vous intéresser là-dessus si vous voulez gagner un peu d'argent. Moi, c'est parce que j'ai plus d'argent là, donc je suis à mon 3e crédit, j'en fais un 4e, bref. Et après, pourquoi pas créer un groupe dans l'école. Je sais qu'il y a déjà un Slack. Après, moi, je suis pas encore sur Slack. Bref. Et voilà, pourquoi pas créer un petit groupe où vraiment on passe du temps là-dessus. Et pourquoi pas, voilà, après gagner de l'argent. Et même après, si on peut aller plus loin, pourquoi pas créer un groupe de conseils d'investissement dans le trading. Mais après, il y a des problèmes dans la législation, peut-être, etc. Donc voilà. Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Ah, c'est cool. Avec plaisir. Ah, on en avait parlé avec Xavier. Shadowcoin, etc. Non. Non, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Bah franchement, moi je demande que ça parce que tu vois, genre même j'en parle à mes colocs, ils se foutent de ma gueule, je fais ouais les gars, genre. Après tu vois là, genre par exemple j'ai investi, j'ai pas investi des sommes avec lesquelles je pourrais pas vivre, tu vois. Genre j'ai investi là même pas 100 euros dans 4 monnaies différentes, donc vraiment je gagnerai rien, mais c'est vraiment pour m'entraîner, tu vois. C'est pas, je vais pas mettre mon économie dedans, je vais pas faire un autre crédit pour mettre tout ça là-dedans. Non non, je vais pas, je le fais intelligemment, non non. Parce que ça fait un mois que, enfin, j'en avais entendu parler il y a longtemps, tu vois, mais ça fait vraiment un mois où vraiment je passe mon temps là-dessus, je passe mon temps à me renseigner. Après, le problème, c'est que j'ai des problèmes en anglais, tu vois. Donc là, je rejoins. Et du coup, par exemple, il y a plein de forums, tu vois, où ça peut être intéressant. Après, il faut savoir sélectionner les informations quand même, tu vois. Mais c'est vrai que moi, s'il y a plein de monde ici qui est intéressé là-dessus et qui, on en reparlera après. De toute façon, aussi avec Karim, on en parlera après. Donc, ouais, avec grand plaisir. Vas-y. Non. Slack, j'ai eu des petites lacunes avec le staff. Ok. Hmm. Ouais. Ouais, moi, ça me dérange pas. Ouais, parfait. Ouais.
Ouais, non, mais. Hmm. Ok, bah merci beaucoup. Après j'en avais un peu parlé à Xavier, mais je sais pas, tu vois Xavier ou pas? Non, pas. Ouais, ouais, c'est mon pote. Non, 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 bah du coup, un autre, mais qui s'intéresse aussi pas mal à la crypto-monnaie. Et du coup, il m'avait dit qu'en fait, apparemment, c'était pas assez actif sur Slack, d'après ce qu'il me disait. Après, moi, j'ai aucune preuve, j'ai pas vérifié. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, 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 c'est ça. Enfin, après, là, ça a redescendu un peu depuis hier, tu vois, mais. Ah, il y avait ça. Ouais, exactement. Après, ouais, voilà, moi je pars du principe, bah, c'est vraiment le même système que le trading, tu vois. Après, c'est vraiment, ça prend pas d'un coup, c'est vraiment des mois et des mois et des années même. Et après, faut vraiment savoir sélectionner les informations, comme il disait, tu vois, genre, c'est pas, il peut avoir plein d'informations. Il y en a, par exemple, ils vont faire une grande annonce, on va penser qu'il va y avoir une hausse, et ben en fait, il y a une baisse, mais ça se trouve dans 2 mois, après, il y aura la hausse grâce à cette annonce. Enfin, faut vraiment bien sélectionner et il y a tellement d'informations, il faut bien les choisir, quoi, c'est sûr. Oui, exactement, ça c'est sûr. C'est ça, c'est encore. Hmm. Ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que le Bitcoin, ça j'en reste persuadé que vraiment ça reste une valeur, mais sûre à 2000%, quoi. Tu mets on va dire 10 euros là-dedans, je pense dans 1 an ou 2, ça te viendra à 20 euros, quoi. Après, faut être patient et tout. Après, peut-être pas, peut-être je dis n'importe quoi aussi, mais voilà. Non, mais je préfère. Ouais. Hmm. Exactement. Ouais, du coup, la demande sera supérieure à l'offre et à la base maintenant. Hmm. Ouais, ouais. En 2 secondes. Ouais, c'est ça. Après, c'est. Ouais. Après, ça dépend si tu veux faire du court, du moyen, du long terme. Tu vois, genre. Après, le Bitcoin, pour moi, c'est vraiment sur du long terme. Après, c'est vrai que des fois, il y a des coups, il y a des hausses comme ça et tout. Tu dois transpirer derrière ton ordi, tu vois, mais ça dépend si tu veux faire du court ou du long terme, ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu peux prendre par exemple, moi là, bah, avec 100 euros, j'ai eu, bah, là, à peu près, là, il est à 1050 € le Bitcoin. Je l'ai acheté enfin, c'était à 950 euros. Bon, on va dire que c'était à 1000 euros, ce sera plus simple. Et du coup, bah, pour 100 euros, j'ai eu 0,01 Bitcoin, tu vois. Et tu peux avoir 0,000001 Bitcoin. Et c'est aussi ça, au niveau économique, ça peut être intéressant, tu vois. Ah ouais, si tu peux faire à l'infini, quoi. Ouais, non, mais non, t'inquiète, c'est intéressant. Du coup, bah, merci à vous. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Michael du coup, et donc moi mon projet side que j'aimerais développer dans les prochains mois à venir, dès que je peux, ça serait de permettre de connecter les gens de la danse autour du monde, qui sont du coup des professionnels et des amateurs,
autour du coup d'une application qui leur permettrait d'accéder facilement à un moyen de se rencontrer, un moyen de s'acheter du matériel, des accessoires, de même louer du matériel, et en fait de faire en sorte que des gens qui veulent rentrer dans ce monde qui peut parfois être un peu fermé s'ouvrent assez facilement, et que aussi évidemment au milieu de tout ça, ça simplifie grandement tout ce qui va être les échanges et la reconnaissance des gens dans ce milieu-là. Parce que c'est un petit peu difficile si on ne connaît pas les personnes, les bonnes personnes, les bons professeurs, les compétitions, avoir des places. C'est assez complexe. C'est un monde qui est très fermé au niveau, parce que c'est un business là, aux États-Unis par exemple, qui vaut 3 milliards de dollars. Et en France, ça vaut 60 millions. Donc c'est pas du tout la même échelle. Mais là-bas, par exemple, les gens qui vont faire de la danse, ils vont être capables de pouvoir payer des frais très importants pour tout et n'importe quoi. C'est des gens assez riches au final. Mais du coup, c'est une catégorie de luxe. Et aussi des amateurs qui, eux, par contre, ont un budget plus modeste, mais du coup aussi acceptent de payer ces frais pour eux. Et il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Et c'est ça que j'aimerais développer. Donc connecter des gens, leur donner du matériel, faire simplifier leur monde et ses échanges. Voilà, cette profession. C'est tout. Donc du coup, c'est le monde de la danse. Donc ça serait des robes, des pantalons, des bijoux, tout ce que tu veux. En fait, non, pas vraiment, mais si tu veux une robe de danse de ballroom, de salsa ou je sais pas, de bachata, ils vont prendre une robe qui va être avec des paillettes, peut-être avec des diamants. Alors tu vas trouver une robe qui va te coûter entre 100 et 50 000 $. Donc t'en as qui vont mettre le prix pour payer ta robe, mais t'en as qui mettront 100, 200, 300, tu vois. Et le problème, c'est que quand ils vont dans des compétitions, ils ont parfois 15, 30, 50 danses à faire. Et sur ces 50 danses, ils vont avoir besoin de peut-être 5 ou 6 tenues pour chaque type de danse. Et chaque tenue, il faut qu'ils se les trimballent parce que les compétitions ne sont pas chez eux. Ils doivent aller dans l'état d'à côté, ils doivent aller dans un autre pays parfois pour faire une compétition en Chine ou même en Thaïlande. Ça dépend complètement du lieu. Et c'est assez incroyable de voir à quel point il y a des dynamiques qui devraient être présentes et qui sont encore absentes parce qu'il n'y a pas les outils pour, et c'est pour ça que j'aimerais les développer. Alors, le principal, ça serait de développer ça avec un concept de Tinder-like, que en fait les utilisateurs, ils aient quelque chose d'assez qui reconnaissent ce qu'ils ont actuellement dans leur monde, qu'ils aient un petit peu comme Tinder. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils choisissent du matériel, je vais reprendre le mot, mais ce serait une robe par exemple. Ils vont swiper les robes qui seront automatiquement disponibles parce qu'il y aura des vendeurs ou des gens qui les remettent en vente sur cette plateforme. Qui permettent d'accéder facilement, donc ils swipe. Sauf qu'une robe en soi, elle va jamais te swiper back, tu vois. C'est pas elle qui va te liker, c'est pas une personne, c'est pas une entité. Du coup, l'idée c'est que ça soit en fait la personne avec qui tu travailles, ton professeur, qui donne son avis en fait et qui va lui te répondre et te dire ça c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Parce qu'effectivement, ils perdent beaucoup de temps à choisir entre eux, tout le temps communiquer entre l'étudiant et le professeur, savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre, quelle compétition, quel type de danse. Imaginons qu'on veut faire je sais pas, une compétition de salsa à San Francisco en 2018. Bon, il faut trouver un prof, il faut trouver du matos, etc. Et tout ça, ça va être des recherches, ça prend du temps. Et l'idée, c'est de simplifier tout ça avec des modèles comme on les connaît, Tinder, même, mais des trucs qu'on a déjà l'habitude. Alors, on pourrait prendre l'exemple concret de Lorraine qui décide d'aller à une compétition à San Francisco. Bon, bah, écoute, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller sur sa petite application. Elle va regarder plusieurs robes qui l'intéressent selon son type, son format, quelle est sa taille, etc. Elle va regarder, bon, elle va swiper quelques trucs. Elle a son prof qui va renvoyer des résultats qui lui dit ça, c'est une bonne, mauvaise idée, bonne, mauvaise idée. Bon, au final, on va avoir une liste de matériel, tout sera prêt en fait. Et automatiquement, tout sera déjà, on aura sa carte bleue, tout est déjà accrédité, boum. Et quand elle arrive sur place, tout est déjà là. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que les designers qui s'occupent de ces danses puissent leur fournir le matériel en fait, qui est comme un système de prêt ou de location. Imaginons qu'elle veut une robe et qu'elle n'a pas forcément envie de la garder parce que ça va être juste pour une seule compétition, elle peut juste la louer. Et ça sera directement sur place et elle aura accès à tout. Donc on aura la place, l'enregistrement de toutes les danses qu'elle fera et elle aura tout son matériel sur place quand elle arrive. Vraiment l'idée c'est ça, de lui simplifier à 100% la vie, quoi. Elle n'a pas besoin de
ramener 50 valises en première classe pour aller là-bas. C'est ça, c'est ça. Parce que ah ben c'est fini, puis voilà, le designer il repart avec les robes et puis il part dans d'autres compétitions. Elle, de toute façon, si elle a planifié de faire d'autres trucs, automatiquement, moi je vais le prévoir et je pourrais faire en sorte que le designer ait de son côté un outil. L'idée, c'est aussi de donner un outil aux vendeurs, de créer du coup un réseau qui actuellement est plutôt dématérialisé, parce qu'il est plutôt sur Facebook, eBay, toutes ces plateformes actuellement, elles ont un peu le monopole sur ça. Elles sont un peu les seules personnes qui s'occupent de leur fournir du matériel, et c'est un peu complexe, parce qu'à chaque fois, ils s'amusent à- à chercher plein de trucs, en fait, et malheureusement, c'est pas souvent de qualité. Des fois, il faut contacter le vendeur, il répond pas, il y a des vrais problèmes. L'idée, c'est de toucher les professionnels, les amateurs et, et l'ensemble de ce monde. On va peut-être en faire un seul dernier, comme le temps passe déjà vite. Si quelqu'un veut pitcher. Ouais. Alors bonjour, moi je m'appelle Anton et j'ai une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a déjà été voir un Grand Prix par exemple en live, directement dans les gradins Bon, moi ouais, un Grand Prix F1 ou. Donc bon, moi j'ai la chance d'être invité au Grand Prix de Monaco et c'est un peu un des plus prestigieux. Mais qu'il soit prestigieux ou pas, une course de voiture, en fait, on se rend compte que quand on est dans les gradins, on paye une fortune, une place, pour voir une course, pour suivre une course comme tout le monde, qui regarde chez lui à la télévision. Pour le cas de la F1, il passe à la télévision, mais pour tout autre sport automobile, il passe pas souvent, ni à la télévision, ni sur Internet. Et voilà. En fait, moi, je voudrais proposer une nouvelle approche du suivi d'une course automobile et suivre directement la course depuis les caméras embarquées des voitures et pouvoir progresser dans le classement et suivre directement depuis la voiture du pilote. Donc dans un premier temps, ça se fait avec les caméras embarquées qui sont soit déjà équipées, soit que j'équiperai dans les voitures. Et on pourrait directement passer de la deuxième position à la troisième position pour voir une dispute d'une place dans une certaine partie d'un circuit, etc. Et avoir une progression de la course un peu plus dynamique. Ça, c'est la première étape de mon application. Et en fait, je voudrais, dans un futur assez proche, je vais commencer à faire des tests en équipant des voitures avec des caméras 360 degrés pour pouvoir directement suivre la course en immersif dans une voiture avec un téléphone dans un cardboard ou voilà. Donc moi mon projet s'appelle RaceEye.tv, ça fait 2 ans que j'ai réfléchi et que je faisais plein d'idées, j'ai cherché où monétiser mon application, à qui la proposer, etc. J'ai un ami pilote qui pilote sur GT4, donc c'est une compétition assez prestigieuse où bah, y a des voitures typiquement Bentley, Aston Martin, etc. qui concourent. Donc j'ai une ouverture pour pouvoir tester mes produits directement dans cette compétition-là. Et mon but, ce serait d'atteindre la F1, qui est un peu plus compliqué à atteindre, mais c'est un but voilà, c'est louable. Et je cherche des associés pour m'aider à monter ce projet, parce que tout seul, je patauge un peu. Mais j'ai un nom de domaine, j'ai des idées. Voilà. Donc en vrai, moi, je voudrais ouvrir vraiment. Donc ça a évolué, du coup, je voudrais ouvrir vraiment une TV qui permettrait de suivre toutes sortes de sports motorisés, donc la voiture en premier lieu, puis ça peut s'appliquer aux courses d'avion Red Bull, s'appliquer aux bateaux, etc. Dans l'embarqué plutôt. En premier lieu, oui, ça sera de la course automobile, mais le but c'est de pouvoir l'appliquer derrière, comme je disais, à des courses d'avion, de motos, de bateaux, etc. Alors les droits de publication, ils se négocient directement avec les compétitions. Donc typiquement la FIA, donc la fédération de F1, c'est une entreprise, donc c'est très privé, enfin c'est privé et c'est difficile à atteindre, mais ça a négocié directement avec eux. Donc j'ai pensé à plusieurs techniques d'approche parce que les caméras embarquées, elles appartiennent avant tout aux écuries, puis derrière à la régie de la fédération, puis derrière aux télés qui les rachètent, donc typiquement Canal+ qui rachète les droits. Et donc j'ai réfléchi à plusieurs techniques d'approche au niveau de la FIA.
Mais par exemple, en GT4, les voitures, elles sont pas du tout équipées de caméras embarquées. Donc si j'arrive, mon but c'est d'arriver à proposer à la fédération d'équiper les voitures. Et du coup, si j'équipe les voitures, c'est ma régie, c'est mes droits télé. Et donc j'en fais ce que je veux. Merci. Ouais, voilà, c'est un peu le but. Et puis, j'ai même poussé mon idée un peu plus loin, c'est-à-dire que d'un point de vue pilote et écurie, je me dis que derrière, avec les caméras embarquées, on peut faire du traitement d'image par derrière, on peut imaginer un fantôme ou des tracés de courbes, etc. On peut imaginer des catégories au-dessus qui vont recruter les pilotes suivant comment ils pilotent en caméra embarquée pour récolter un tas d'infos dans la voiture et finalement faire un vrai suivi de course complet. Donc juste de l'image peut-être pour l'utilisateur lambda et un vrai truc technique pour des écuries et pour qu'ils aient matière justement à payer pour ce genre de produit. Voilà. Et comparé c'est vrai que le petit sport, c'est peu regardé et enfin, moi j'adore justement voir toute catégorie de sport, mais c'est vrai que les catégories voitures, il y a vraiment que la F1 qui passe à la télé, le reste c'est pas vu alors que c'est des compétitions qui sont quand même très très prisées quoi. Il y a des gens assez importants qui suivent ça. Ouais. Les compétitions de voitures, il y a beaucoup d'histoires de sponsors, de business, etc. Et en fait, c'est pas du tout médiatisé en fait. Donc je pense qu'il y a un potentiel là-dedans. Ouais, faut rentrer quelque part. C'est ça, ils n'ont pas accès à ce média. Et surtout, moi, personnellement, je trouve qu'ils y ont mal accès parce que, enfin, typiquement, on regarde un match de foot. Quand on est dans les gradins d'un match de foot ou on regarde à la télé, on voit quasiment tout le terrain. Et pendant qu'une action qui se passe et une bagarre qui est en train d'éclater pas très loin de la touche, on arrive à le voir à peu près. Et on peut suivre comme ça un circuit de voiture. Quand une voiture se crache, en général, c'est ça qui est filmé. Mais une deuxième position qui se dispute à 2 tours de la fin dans des virages un peu serrés, c'est hyper intéressant. Et pourtant, on aurait envie peut-être de suivre ça plutôt. Donc ça permet vraiment de suivre la course d'une manière plus dynamique. Parce que c'est vrai que quand tu regardes un Grand Prix, enfin, typiquement, tu regardes le départ, tu regardes les 10 derniers tours. Puis en général, au milieu, je sais pas, tu vas faire un tour, quoi. Il se passe rien. Vraiment. Et pour quelqu'un qui est passionné, il va regarder jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui est moyennement passionné, il va regarder moyennement. Puis quelqu'un qui est pas trop passionné, bah, il va pas regarder du tout. Alors qu'il pourrait avoir une espèce de vraie sensation. Et, euh, et moi, je vais approcher ça dans une catégorie qui n'est pas encore médiatisée, etc. Parce que ça me permet de faire des tests. Et typiquement pour la 360, c'est difficile d'arriver dans la Formule 1 et de leur dire salut les gars, je vais équiper vos bagnoles d'un ordi avec une caméra 360. Je vais vous rajouter, allez, dans le meilleur cas, 900 grammes dans votre bagnole et vous allez être content. Non, ils vont juste me regarder et dire hey, salut, ciao. Alors quand j'étais 4, c'est un très bon ami que je connais depuis longtemps, qui est pilote. Et du coup, j'en ai parlé avec lui plusieurs fois, etc. Et il m'a bien spécifié qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans leur voiture, en fait. Il y a beaucoup moins de restrictions qu'en F1, et puis les écuries sont moins regardantes là, sur tout ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, le but, moi je m'oriente sur des courses. Après, j'ai eu cette ouverture sur GT4. Si j'avais eu un pote pilote de rallye, j'aurais peut-être fait ça. Non, non, c'est vraiment, ça s'oriente vers tout sport, comme j'ai dit, automobile. Ça peut s'orienter sur la moto, sur les courses de drone, sur tout. Et pour répondre, ça a été fait. Alors, il y a un seul truc qui fait ça. C'est les Américains. C'est pour les courses de NASCAR. Et c'est pas médiatisé sur le net, etc. C'est du direct et c'est de l'analogique. Donc, il faut être au bord de la piste. C'est un appareil qui vaut 900 $, je crois, quand même. Pour un petit écran. Un petit écran, quoi. Et c'est de l'analogique. Donc, c'est. Je sais pas si vous avez déjà regardé de la vidéo analogique en direct sur un truc embarqué, mais j'ai piloté un peu des drones. C'est genre, ça saccade toutes les 2 secondes, etc. Mais voilà. Les Américains aiment bien regarder des voitures faire des tours de piste comme ça. Pas trop d'intérêt, mais voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai vu qui existait. Et sinon, autour de ça, rien. Et il y a très peu d'images même des courses de Formule 1 pour les revoir. On peut pas suivre une course de Formule 1 depuis une voiture. C'est pas possible. Alors que pourtant, ça serait hyper intéressant. Oh, comme une mini-map. Comme une mini-map dans un. Ouais, mais c'est le but. Hein. Ouais, c'est un peu le but. J'ai différents designs en tête, mais après, ouais.
J'ai beaucoup de vols aussi, j'ai pensé à ça. Hein, donc, Bah alors justement, c'est encore dans les deux catégories que j'ai évoquées, c'est deux positionnements différents parce que la FIA, il y a déjà une régie télé qui distribue après les images à ceux qui les ont achetées. Donc là, le but c'est de, enfin, j'ai différents types d'approches. C'est-à-dire que vu que moi c'est de la caméra embarquée, soit je vais aller voir directement la FIA et leur proposer un partenariat pour toutes les voitures, et c'est eux qui imposeront ça. Ou alors je peux imaginer un partenariat avec une écurie en particulier. Je peux aller voir Mercedes et leur dire les gars. Je vous fais une application pour suivre que les Mercedes. Et c'est à eux que je vends ça. Et du coup, eux, ils pourront à la limite vendre ça ou donner ça à leurs meilleurs clients. Enfin, c'est... Mhm. Ouais, c'est carrément, c'est carrément le but. Ah oui, oui, non, ouais, non. Donc en effet, oui, je cherche des associés, mais à terme, enfin, pour lancer mon produit, je vais être obligé, enfin, obligé. Je vais devoir demander pas mal d'argent pour avoir un développement conséquent sur une grosse plateforme de stream. Ouais. Donc il y aurait ouais, sur une course de F1, il y a 17 voitures sur un départ. Oui, 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 ils partagent individuellement, mais après on parle. euh, c'est le même principe en soi, parce que c'est de l'embarquer, et c'est du streaming direct, embarqué, etc. Là où c'est pas la même chose, c'est qu'un tour du monde, ça dure pas c'est pas la même. C'est pas la même dispute en termes de sportivement parlant. Il n'y a pas autant d'enjeux sur le moment. Il y a pas autant d'excitation en fait. Comme au moment où un joueur il va venir marquer un but dans un match de foot ou typiquement des gens qui se disent. Ouais, ouais, c'est ça. Si, si, c'est pensé ça aussi. Ouais, c'est bon, c'est pensé. Ça dépend des grands prix. Il y a des grands prix qui peuvent durer. Un grand prix de Monaco, ça dure 1h40. Un grand prix un peu plus long, parce que le circuit de Monaco est tout petit, mais d'autres circuits, c'est un peu plus long. Ça peut durer 2h30, 3h. On peut imaginer faire ça avec les 24 heures du Mans sur 24 heures. Les GT4, c'est des courses qui durent 2h30, si je ne m'abuse, un truc comme ça. Donc voilà, on peut imaginer. Enfin, la durée importe peu en fait. Puis le but aussi, c'est que derrière, elle soit disponible en replay en fait. On puisse resuivre la course. Euh, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Sauf qu'une F1, ça roule à 2,80. Je sais pas si. Une F1, ça roule à 2,80, tu prends 4G dans la tronche quand tu fais un virage. Je sais pas si c'est le même cas, mais du coup, je pense qu'il y a un problème au niveau traitement vidéo aussi. C'est un peu plus. Oui, oui, non, ouais. Ouais. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà. Merci. Bon, du coup, merci à tous d'être venus. À moins que quelqu'un veuille urgemment pitcher une dernière fois. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, ceux qui ont pitché, vous allez nous laisser vos logins. Et du coup, on le mettra dans la description de la vidéo du truc. Donc, vous pouvez retrouver sur la vidéo le login de la personne. Je mettrai vite fait un petit titre en fonction de ce que la personne a pitché, puis vous pouvez retrouver. On a un channel sur Slack aussi. D'accord, ouais. Il y a Trello, il y a aussi GitHub qui pourrait être utilisé pour faire ça. Il y a différentes sources. C'est cool de proposer aussi des idées, c'est vraiment cool. Ça, et puis on verra celles qui peuvent être mises en place et tout. On fera du A/B testing, je sais pas, on verra ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, du coup, merci à tous d'être venus. Et puis, venez mettre vos logins.